Bonjour à tous, Paul Pellissier, je suis responsable des offres durabilité pour SAP IMIA. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter à nous écouter aujourd'hui pour cette table ronde sur la thématique du carbone comme un nouveau passif stratégique qui place l'industrie à l'heure d'un tournant. Donc pour cette table ronde, on a l'honneur d'accueillir à nos côtés, aux côtés d'SAP, Schneider Electric et également Schneider Electric Advisory Services, anciennement EcoAct, très nouvellement renommé. Et on va aujourd'hui explorer ensemble le carbone, qui devient plus que jamais un véritable levier stratégique pour les entreprises. Pour poser rapidement le décor, ce qu'on constate d'abord, c'est un gap de maturité qui reste à franchir. On a environ 34% des entreprises aujourd'hui qui sont engagées dans une trajectoire de réduction SBTI à l'échelle mondiale, mais on estime que seulement 16% d'entre elles sont sur une trajectoire, ou en tout cas sont sur un plan d'action suffisant pour atteindre cet objectif net zéro qu'ils se sont fixés. On a aussi les données, donc ça c'est sur une donnée 2024. De la même manière, sur les reportings de 2024, les FRAG remontent plus de la moitié des entreprises comme ayant un gap de maturité et la plupart d'entre elles sont encore quand même à établir une compréhension complète de leur chaîne de valeur. Et tout ça dans un contexte où, malgré tout, on a des exigences réglementaires qui restent élevées. On a le SRSE1 qui, dans une dynamique plutôt volontaire, encourage à adopter des plans de réduction qui s'alignent avec ces objectifs stratégiques, ces objectifs de réduction CO2 alignés avec les plans d'action climatique et les trajectoires en 1,5 degrés à l'échelle internationale. On a aussi le SRSE1 qui encourage à déployer des pratiques de pilotage du carbone qui vont jusqu'à déployer un coût carbone interne. Et donc c'est une thématique sur laquelle on aura l'occasion de revenir. On a le CBAM, le Carbon Border Adjustment Mechanism, qui rentrera, qui est en vigueur, mais pour lequel à partir de 2026, il sera exigé donc d'acheter des crédits carbone équivalents à ces importations. Et puis on a des équivalents de cette démarche du Carbon Border Adjustment Mechanism qui sont en train d'émerger dans 70 pays à travers le monde. Donc dans ce contexte réglementaire qu'on a tendance à minorer un petit peu de par les conséquences d'Omnibus qui certes ont réduit le périmètre du CBAM, qui certes vont permettre aux entreprises de la vague 2 et 3 du CSRD de prendre un peu plus de temps pour prendre les dispositions nécessaires quant à leur trajectoire climat. On constate malgré tout que les études soulignent à peu près 80 à 85% des entreprises qui maintiennent ou accélèrent leurs engagements climatiques indépendamment du calendrier réglementaire. Et donc là, ça révèle une tendance de fond. L'enjeu n'est pas seulement un enjeu de conformité, mais devient, disons, une opportunité de transformer ce qu'on peut qualifier de contrainte en une opportunité stratégique, avec finalement un tournant qu'on va discuter dans le contexte des industriels en particulier, de basculer d'une logique défensive sur ces enjeux carbone vers une logique plus offensive pour rendre du carbone finalement un axe de compétitivité sur la thématique durable et un axe de performance. Donc pour aujourd'hui, pour cette table ronde, on a l'honneur d'accueillir Émilie Alberola et Fabien Chen de Schneider Electric Advisory Services et également Céline Kouba de SAP. On va, dans le cadre de cette session qui se déroulera en 3 temps, déjà avoir une discussion avec ces différents experts, suivie d'une brève démonstration des outils SAP, et puis en fonction du temps qui nous sera laissé à la suite de la discussion, on prendra quelques questions de l'audience, donc pensez à noter vos questions au fil de la discussion pour les différents intervenants, que je vais maintenant inviter à se présenter. Bonjour, je suis Émilie Alberola, donc je suis directrice de l'activité conseil de la zone Europe du Sud de SE Advisory Services, donc la nouvelle entité qui intègre désormais toutes les activités historiques d'EcoAct. Donc nous avons changé d'identité, pour autant nous avons éteint la lumière, voilà, merci. Nous avons exactement, voilà. Donc voilà une action concrète de décarbonation et d'efficacité énergétique. Donc EcoAct anciennement, nouvellement Schneider Advisory Services, SE Schneider Electric Advisory Services, nouvelle identité, mais en revanche on continue la mission que nous avions engagée pour transformer durablement les organisations et en étant notre périmètre, en intégrant désormais aussi notre capacité à accompagner de manière opérationnelle, en action, les organisations à se transformer pour faire face à des enjeux de plus en plus complexes. On va parler évidemment beaucoup de décarbonation, mais les enjeux sont complexes sur le volet énergétique, sur le volet de la digitalisation. Et donc voilà, cette nouvelle équipe SE Advisory Services est à ce service.
Merci Émilie. Bonjour à tous. Fabien Chêne, également partie de la nouvelle équipe SE Advisory Services et j'ai en charge l'Europe. Et pour finir, Céline Kouba, chez SAP, en charge de porter l'offre durabilité auprès de nos clients sur le marché français. Merci à tous les trois. Donc, comme on l'a dit, on va essayer d'aborder cet enjeu de tournant stratégique et du carbone comme un nouveau passif, à commencer par en quoi le carbone est finalement un facteur de compétitivité pour les entreprises aujourd'hui. Avec une première question pour Schneider Electric Advisory Services, donc Émilie. Comment vos clients utilisent la performance carbone comme un levier de compétitivité indépendamment du contexte réglementaire, ou en tout cas sans contrainte forte à l'heure actuelle de par les différents délais qui sont accordés à ces organisations, et particulièrement si tu as des exemples concrets à partager avec l'audience, ils sont bienvenus. Merci Paul. Donc question évidemment très pertinente dans notre actualité. Moi, ce que je peux vous partager à l'aune de notre expérience et la manière dont on accompagne un grand nombre d'entreprises et de secteurs, c'est qu'aujourd'hui, s'engager dans une stratégie de décarbonation, ce n'est pas une décision politique. Donc, quel que soit le recul qu'on peut observer, qui n'est pas totalement validé encore, en tout cas en Europe, avec beaucoup d'incertitudes, il s'agit bien d'une décision stratégique de s'engager dans la décarbonation, et c'est ce que nous observons avec nos clients. Les entreprises, même sans pression réglementaire, voilà, qu'on identifie vraiment leur enjeu de décarbonation comme un levier de transformation et de compétitivité. Et d'ailleurs, nous avons toujours gardé cette vision stratégique dans les accompagnements qu'on a pu faire dans le cadre de l'exercice réglementaire de mise en conformité SCSRD. On a toujours mis en avant cette vision de transformation. L'exercice simplement de reporting n'est qu'une des finalités, et en tout cas, ce n'est pas la finalité la plus stratégique pour l'entreprise. On est bien dans un exercice de gagner en compétitivité. Donc, ce qu'on peut observer, nous, dans les différentes missions qu'on peut mener ces dernières années sur le sujet de la décarbonation, c'est effectivement un grand nombre de bénéfices à court terme pour les entreprises, fortement liés avec ce sujet de la performance et de la compétitivité. Alors, on peut lister tous ces avantages. Le premier avantage très clairement identifié, c'est la capacité des entreprises à pouvoir valoriser leur performance carbone auprès de leurs clients, que ce soit des clients en B2B ou en B2C. Et toutes les entreprises sont entremêlées dans des chaînes de valeur. Et aujourd'hui, on sait très bien que ces chaînes de valeur ont une forte puissance à engager les entreprises dans cette voie de la décarbonation, de l'engagement dans des stratégies climat, dans la mesure d'empreinte, donc à travers les chaînes de valeur de fournisseurs, mais aussi à travers les appels d'offres. De plus en plus d'entreprises se doivent de démontrer leurs engagements et la performance qu'elles obtiennent à travers leurs engagements. Donc on a des exemples dans le secteur agroalimentaire, les entreprises qui valorisent le fait qu'elles ont des produits bas carbone sont référencées. Dans le sujet de la certification environnementale de produits également, on a des exemples sur le secteur du bâtiment, évidemment. Le deuxième enjeu qui est aussi bien identifié en termes de concurrence, c'est l'accès à des financements. Dès lors que les entreprises sont performantes d'un point de vue climat, carbone, et on peut même étendre à ESG, si on peut encore utiliser ces termes, on voit que les entreprises peuvent avoir accès à des financements verts. C'est le cas, et peut-être en parlera Fabien, notamment sur Schneider Electric, qui a lancé des obligations vertes. Et donc voilà, sa performance forte en climat carbone lui a permis de lever des fonds sur ces obligations vertes. Les taux d'intérêt aussi spécifiques en lien avec la durabilité permet aussi à des entreprises comme Danone de pouvoir faire des crédits très spécifiques. Voilà. Donc financement, on a un renforcement de l'image des entreprises qui sont en capacité de démontrer que leurs produits présentent des performances carbone très, très, très bonnes, très fortes. Donc là aussi, un grand nombre de secteurs qu'on accompagne, le secteur du luxe, le secteur de la mode, le secteur électronique, et je laisserai Fabien en parler avec notamment l'éco-conception et tout l'engagement du groupe Schneider sur ce volet-là. Dans le secteur de la grande distribution, aujourd'hui, très clairement, tous les bénéfices collectés à travers cette performance carbone sont valorisés vis-à-vis du client à travers ce renforcement de l'image du produit et de l'entreprise. Et puis deux derniers, l'innovation. Évidemment, c'est un enjeu très important pour pouvoir garder et gagner en compétitivité. Donc de l'innovation produit, dans le secteur du bâtiment, dans l'industrie. On a aussi beaucoup de clients qui aujourd'hui
prennent la mesure que leur engagement sur ces sujets de décarbonation leur permettent d'accélérer sur la partie innovation. Et puis je terminerai quand même sur la partie réglementaire. Si on a un recul, on a néanmoins des entreprises qui restent engagées dans l'anticipation de futurs renforcements ou alors de nouvelles réglementations, dans une optique aussi de réduire les risques et de pouvoir bien gérer ces risques. Et donc là, ce matin, ici même, on parlait avec des entreprises comme Andros qui travaillent sur les risques physiques et sur ces chaînes d'approvisionnement. On a de bon nombre d'entreprises qu'on accompagne sur ce sujet des risques qui nous permet d'anticiper aussi le futur. Donc fort de tous ces exemples partagés, très concrets, on voit bien qu'aujourd'hui, le carbone, la décarbonation sont clairement des clés pour pouvoir asseoir une compétitivité future. Merci beaucoup, Émilie, pour ce tour d'horizon. Peut-être, vu qu'on a un industriel aussi très concret autour de la table, je vais poser la question à Fabien de quelles sont finalement les actions métiers, ou en tout cas comment la performance carbone aujourd'hui influence les décisions métiers qui sont portées chez Schneider Electric. Oui, je vais rebondir clairement sur les propos d'Émilie, puisqu'il y a vraiment deux choses qui se dégagent sur la performance carbone qui s'insère dans toutes les décisions métiers. Un premier axe, c'est bien évidemment la compétitivité. Je pense qu'Émilie en a parlé. Et puis, je vais vous donner un peu plus de détails comment ça s'incarne aujourd'hui chez Schneider Electric. Et un deuxième axe qui est aussi opportunité, plutôt opportunité business. Donc déjà, sur la partie compétitivité, oui, absolument, la dimension carbone fait partie intégrante de l'ensemble de notre décision métier. Pour vous donner quelques exemples, le groupe Schneider Electric s'est engagé dans une démarche de performance énergétique sur l'ensemble de nos sites, à la fois les usines et les sites tertiaires, depuis maintenant quand même pas mal d'années. Le premier programme d'engagement d'efficacité énergétique qu'on a eu, c'était dans les années 2010. Avec un objectif en tête qui est de réduire notre consommation énergétique tous les 3 ans d'à peu près 15%. Alors bien évidemment, les 3 premières années, c'est assez facile en soi, et puis plus ça va, plus on se dit, mais est-ce qu'on va pouvoir vraiment aller atteindre à nouveau 15% d'économie d'énergie? La réponse est oui. Alors c'est un peu aussi fort de nos solutions digitales et autres qu'on arrive à assurer cette amélioration continue. Mais long story short, qui dit kilowattheure en moins, dit bien évidemment aussi d'une manière ou d'une autre empreinte carbone en moins. Et donc ça, c'est un réel exemple, si vous voulez, sur la partie compétitivité. Comment à travers des décisions métiers qui impactent encore une fois nos propres opérations, on est plutôt là sur notre scope 1 et 2, on peut avoir un vrai bénéfice financier à la clé, puisque, in fine, on parle de quoi? On parle de la réduction de la facture énergétique. Donc ça, c'est un exemple qui pour moi est assez parlant. Là, j'ai mentionné la partie plutôt scope 1 et 2. Mais maintenant, si on regarde un peu plus au-delà de nos propres opérations, sur la chaîne de valeur, je dirais que la logique, en fait, elle est fondamentalement la même. À la fois sur l'amont, je pense qu'on va y revenir par ailleurs. Donc là, je vais plutôt parler de l'aval. Et encore une fois, Émilie le mentionnait. L'aval, c'est nos produits, nos solutions, qui permettent d'économiser de l'énergie, quelque part, et qui permettent, de facto, d'économiser de l'empreinte carbone, enfin, en tout cas, diminuer de l'empreinte carbone pour le compte de nos clients. Comment ça s'inscrit? Ça s'inscrit à travers, je vais vous donner deux différents exemples. La partie éco-conception, et typiquement sur l'ensemble de nos offres moyenne tension. À horizon 2030, on n'aura plus de gaz SF6 qui est utilisé aujourd'hui dans tous les produits électriques. Ça ne sera plus le cas demain. C'est une vraie innovation en soi. Et ici, je parlais tout à l'heure d'opportunité, c'est une vraie aussi opportunité business pour nous, parce que c'est un vrai différenciateur pour le compte de nos clients. Dernier exemple en date, on est ici même avec Émilie en train de parler d'SE Advisory Services, qui est quelque part la branche conseil de Schneider Electric pour aider nos clients à œuvrer dans cette transition énergétique et dans cette transition durable. En soi, aujourd'hui, cette division est une vraie opportunité business pour le groupe Schneider Electric dans son ensemble, puisque à l'image de la transformation durable qu'on a menée sur nos propres sites, sur nos propres usines, l'idée, bien évidemment, c'est de faire un peu la même chose pour le compte de nos clients. Opportunité, compétitivité, j'ajouterais peut-être un dernier terme qui est l'humilité dans tout ça. Puisque aujourd'hui, et on va en parler dans notre propre programme, il y a certaines choses qu'on réussit au sein de Schneider Electric, il y en a d'autres, on ne va pas se mentir, on n'a pas forcément réussi. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on apprend, et fort de ça, on arrive aussi, à travers ces apprentissages, à mettre à profit ça pour le compte de nos clients. Donc voilà un peu, pour résumer, oui, la dimension carbone est présente dans absolument toutes nos décisions métiers. 3 mots d'ordre, compétitivité, opportunité et bien évidemment humilité. Merci Fabien. Je me tourne maintenant vers toi Céline.
Donc, SAP a bien sûr une offre pour accompagner ses clients sur les sujets de durabilité, mais SAP est aussi une entreprise qui s'engage, qui a atteint son objectif de neutralité carbone en 2023 et qui porte une trajectoire SBTi net zéro pour 2030. En quoi est-ce que tu dirais que la performance carbone est devenue un axe différenciateur et un enjeu de compétitivité pour l'éditeur SAP? Tu l'as dit, il y a 2 échéances importantes. Il y a eu 2023, où on est devenu neutre en carbone sur nos propres opérations. Puis il y a eu 2030. Enfin, il y aura 2030 plutôt, où ici, l'objectif, c'est un net zéro sur l'ensemble de nos chaînes de valeur. Donc SAP se positionne vraiment comme un acteur qui se veut exemplaire. Et à titre d'exemple, je vais vous en donner 2 très concrets. Depuis 2014, donc ce n'est pas un nouveau sujet pour nous, nous opérons avec des énergies vertes, renouvelables, aussi bien sur nos data centers que dans nos offices, que dans nos bureaux. Et depuis 2015, on a intégré un prix interne du carbone, c'est-à-dire que sur chacun de nos vols, on va ici financer 100 € sur des projets à fort impact sociaux et environnementaux. Une fois qu'on a dépeint ces quelques actions, évidemment, il y en a plus. Ce qu'on aimerait et ce que j'aimerais vous partager ici, c'est aussi les défis auxquels SAP est confronté, tout comme Schneider l'a partagé précédemment. Finalement, le scope 1, 2 et les business travel ne représentent que 3% de nos émissions totales chez SAP. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même assez minime. Ce qui va représenter 80% de nos émissions, ça va être finalement l'utilisation de nos solutions chez les clients. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est qu'on passe d'une logique on-premise, c'est-à-dire que nos clients hostaient leurs solutions chez eux, vers une solution cloud. Ça signifie non seulement qu'on passe d'un calcul scope 3 aval pour SAP à un scope 3 amont, mais ce que ça signifie aussi, c'est que leurs solutions opèrent sur des data centers. Comme j'ai dit, nos data centers, ils sont sur des énergies renouvelables. Donc, très bien. Toutefois, toutes nos solutions ne sont pas que sur nos propres data centers. Il va aussi y avoir les data centers de nos partenaires. Et ici, c'est là qu'il y a un vrai enjeu, puisque nos partenaires cloud n'ont pas forcément les mêmes horizons, ambitions climatiques que SAP, qui veut être net zéro dès 2030. Pour certains de nos partenaires cloud, ça ne sera qu'en 2050. Donc il y a vraiment cette dualité autour des horizons et des ambitions climatiques liées à l'enjeu de passer sur le cloud. Mais c'est un vrai enjeu, en tout cas, aussi bien pour SAP en tant que levier de compétitivité, mais aussi pour nos clients. Puisqu'il y a un troisième défi. Le troisième défi, ça va être finalement, nos clients vont nous demander quelle est l'empreinte carbone relative finalement à leur utilisation de nos solutions. Ici, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est vraiment un chantier sur lequel on travaille. C'est aussi important pour SAP d'être en mesure de fournir cette information que pour nos clients, puisqu'ils vont l'utiliser non seulement en tant que levier de compétitivité, mais aussi à des fins réglementaires, comme Émilie le disait, notamment la CSRD par exemple. Merci Céline. Je pense qu'on voit bien avec l'enjeu de transformation des SAP et ce revirement stratégique de on-premise vers cloud, comment finalement un choix stratégique qui dépasse la question du carbone vient aussi alimenter un plan de réduction CO2, puisque maintenant SAP, en migrant ses clients vers le cloud, vient prendre la main sur la trajectoire de réduction CO2. Et je pense justement à ce sujet. On va parler réglementaire maintenant avec Fabien sur Schneider Electric et sur comment finalement les dynamiques de carbon pricing que Céline soulignait sur, par exemple, venir déployer un coût carbone interne sur des questions de voyage d'affaires, comment le réglementaire va rendre cet élément finalement obligatoire sur un certain nombre de matières premières avec le Carbon Border Adjustment Mechanism, mais aussi comment différentes pratiques de ce type-là peuvent émerger de manière aussi plus volontaire, indépendamment du respect réglementaire, chez Schneider Electric pour exemple. Donc la question, c'est comment voir le CBAM, non pas comme un fardeau réglementaire, mais éventuellement comme une opportunité. On est en plein dedans déjà, chez Schneider Electric, sur cette partie réglementaire. Moi, j'aime bien qualifier le CBAM comme un mécanisme qui permet quelque part, je ne sais pas si c'est le bon terme, empêcher, mais la fuite en avant du carbone en dehors des frontières de l'Union européenne. Et donc, en fait, ça a été un mécanisme qui a été pensé pour contrebalancer le UETS, Emissions Trading Scheme,
qui lui est applicable à tous les électro-intensifs, sidérurgie, aluminium & co, au sein de l'Union européenne, avec une taxe carbone à la clé. De telle manière à déjà déclarer, et puis ensuite taxer, mais dans un premier temps déclarer, l'ensemble de ces matières premières importées par des acteurs au sein de l'Union européenne, avec des acteurs qui, eux, produisent en dehors. Donc voilà un peu aujourd'hui le mécanisme. Sur 2026, on est uniquement sur du déclaratif. Et ensuite, sur 2027, la taxe à proprement parler, qui aujourd'hui se situe, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 73 €, rentrera en vigueur. Ce que ça nécessite, c'est quand même un petit changement de paradigme parce qu'il faut vraiment descendre à la maille du produit en tant que tel et vraiment avoir une compréhension super fine de l'empreinte carbone du produit, puisque chaque entité, et c'est là où ça devient un peu complexe, mais chaque entité du notre groupe doit bien évidemment avoir répertorié l'ensemble des matières premières qui sont importées au niveau de l'entité. Et donc c'est le travail qu'on est en train de faire. Et en ça peut effectivement être vécu comme un petit boulet, comme un petit fardeau, mais pour autant, ça peut être aussi une vraie opportunité. Certes, ça demande une vraie granularité à la maille du produit, et donc d'avoir une très très bonne compréhension de l'empreinte carbone à la maille du produit, le PCF, mais une fois qu'on a fait cet exercice-là, après, tous les champs du possible sont imaginables. Ça permet de réfléchir vraiment sur une logique de stratégie d'achat responsable et comment embarquer en fait l'ensemble de sa chaîne de valeur, en l'occurrence, je suis plutôt sur la chaîne d'approvisionnement, sur la supply chain, dans une logique de décarbonation. Et donc, comment, in fine, je travaille à partir peut-être au début de mes fournisseurs qui ont, la donnée, parce que dans pas mal de cas, on n'a pas la donnée. Donc, l'idée, c'est comment équiper les fournisseurs pour qu'eux-mêmes sachent faire des ACV, des empreintes carbone produits, etc., pour nous-mêmes avoir cette donnée-là. Donc là, il y a un vrai sujet de données. Mais une fois qu'on a cette donnée à la maille du produit, comment ensuite réfléchir plus globalement, de façon systémique, à embarquer sa chaîne de valeur. Et c'est là où nous, chez Schneider Electric, on a quelque part un peu la chance, on est un peu à la croisée des chemins, je dirais, puisque le CBAM est quelque part comme un catalyseur, un enabler, comme on dit en anglais, d'un programme qu'on a déjà lancé il y a 4 ans en arrière. Si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière, à ProDurable, on était en train de présenter le fameux ZCP, le Zero Carbon Project, qui consiste, in fine, à accompagner nos fournisseurs pour réduire, pour diviser par 2 leurs émissions scope 1 et 2 à horizon 2025. Donc autant vous dire, dans 2 mois, il faut qu'on y soit. Et bon, bref, long story short, tout ça pour dire quoi? Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que grâce au CBAM, avoir vraiment une vision très précise à la maille du produit, l'empreinte carbone qui est vraiment dans ce produit, et une vision un peu plus globale, qui est la Corporate Carbon Footprint, et comment engager un vrai programme de décarbonation au sein de sa chaîne d'approvisionnement, quand les 2 chemins arrivent à se croiser, là, ça peut être une vraie opportunité, pour rebondir sur ce que je disais auparavant. Et donc, en ça, effectivement, le CBAM, le réglementaire, peut être un vrai enabler. Maintenant, je me tourne vers Schneider Electric en sa qualité d'advisory services. Est-ce que finalement, de ce que vous observez chez vos clients, les réglementations CSRD et CBAM poussent malgré tout les entreprises à structurer des stratégies climat qui soient plus ambitieuses, au-delà de la simple conformité? Oui, du coup, je vais réutiliser ton image de la croisée des chemins, j'aime bien. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit, en tout cas, nous, dans le positionnement, on ne pousse jamais les entreprises à simplement être dans un exercice de mise en conformité réglementaire. Ce qui nous intéresse, c'est cette transformation stratégique d'entreprise. Sur l'accompagnement qu'on a fait ces 2 dernières années sur le sujet de la CSRD, ce qu'on peut observer, effectivement, c'est qu'il y a des choses qui ont bougé. Donc encore une fois, c'est le réglementaire qui arrive à la croisée des chemins d'un engagement de l'entreprise qui a déjà engagé un programme, qui a déjà initié, mais ça va être l'accélérateur ou la petite étincelle de choses qui n'avaient pas bougé, mais qui étaient peut-être pensées sans avoir été opérationnalisées. Donc quelques exemples concrets qu'on a pu observer, et voilà, une discussion avec l'ensemble des équipes sur ces projets CSRD, sur des choses assez différentes mais intéressantes. On peut dire que la CSRD, en obligeant les entreprises, en donnant cette obligation de publication d'informations liées à leurs impacts environnementaux et climatiques, on conduit les entreprises à améliorer leur gouvernance. Donc on a quelques clients pour lesquels la gouvernance sur ces enjeux-là, on va dire de climat-énergie, se sont améliorées. Ce sont des entreprises qui ont développé davantage, qui ont complété leur comité RSE, qui ont
pu élargir au niveau de leur conseil d'administration et nommer une personne qui était en charge de ces sujets. Voilà. Donc on a vu les lignes bouger au niveau de la gouvernance chez un certain nombre d'entreprises après leur engagement, enfin leur obligation vis-à-vis de la CSRD. Donc sur la gouvernance, ce qu'on a pu aussi observer, alors on a un temps de recul assez court, hein, enfin on parle de 18 mois, c'est sur le sujet des risques. Le fait d'exiger un exercice de double matérialité a fait bouger aussi au sein des entreprises la manière dont elles traitaient, considéraient le sujet des risques. À la fois avec le tour de table des équipes qui sont concernées par cette analyse des risques, mais aussi sur l'ensemble des informations qui étaient collectées, l'ensemble du dashboard, j'ai envie de dire, des indicateurs mobilisés pour avoir un vrai pilotage stratégique des risques auxquels fait face l'entreprise. Ça, c'est vraiment, je pense, le plus gros changement qu'on a pu observer. On a aussi des changements sur l'alignement stratégique entre les engagements pris, notamment au travers des stratégies SBTI, et l'implication et la traduction, j'ai envie de dire, de manière très concrète dans les stratégies d'investissement. Tout à l'heure, vous évoquiez le sujet du prix du carbone. Pour nous, très clairement, dès lors que l'entreprise s'engage à savoir quelle est la valeur du carbone, la valeur, le shadow price interne qu'il va nous falloir dans nos comités d'engagement pour pouvoir faire bouger les lignes, là, on est dans une transformation et effectivement, la CSRD accélère, mais dans les faits, les entreprises ont pu déjà initialement réfléchir à comment elles pouvaient adapter leur stratégie d'investissement. Et peut-être dernier point pour lier aussi avec notre sujet, le digital, ça c'est vraiment un point central aussi qu'on a pu observer dans ces missions CSRD, c'est la collecte des informations et finalement le changement, la modification des process d'information, des systèmes d'information. Et voilà, bon nombre d'acteurs passent aussi par des solutions logicielles digitalisées qui permettent d'accélérer. Voilà quelques changements sur la CSRD. Sur le CBAM, on a quelques missions, on accompagne. En tout cas, le témoignage de Schneider est évidemment très important. On a moins de recul puisque voilà, on est très clairement en cours dans l'exercice. Mais les attendus sont d'avoir des impacts sur l'engagement dans les réductions d'émissions pour éviter de payer plus fort le coût de l'importation au sein de l'Union européenne et donc après le pass-through, en bon français, la transmission vers le prix final du bien. On s'attend à avoir une modernisation des procédés industriels. Tu soulignais le sujet de la transparence, de la traçabilité, est évidemment un des points et des bénéfices de cette réglementation. Et puis enfin, la collaboration avec les fournisseurs, mais là encore, ton témoignage le témoigne. On y reviendra sur voilà. cette partie. Tu parlais d'outillage, justement, c'est l'occasion de me tourner vers l'éditeur SAP. Comment aborder ces différentes échéances réglementaires dont on parle, CSRD, CBAM et j'en passe, en plus des exigences dont on parlait avant sur le besoin de compétitivité, de transparence à donner aux clients? Échéance réglementaire, moi je dirais plutôt avalanche réglementaire, vraiment CSRD, CBAM, DPP, PPWR. Il y en a vraiment beaucoup et ça concerne toutes les entreprises, qu'elles soient en chimie, agroalimentaire, automobile, elles vont toutes être soumises et doivent répondre simultanément ou successivement à ces différentes réglementations. Et ce dont on se rend compte, c'est que ces réglementations, elles se recoupent, mais les données aussi. Par exemple, la CSRD, ça demande des données financières, en effet. Achats, fournisseurs. Le CBAM, des données transactionnelles, logistiques, pays d'origine, nomenclature. L'UDR, par exemple, sur la déforestation, des données nomenclature produit, encore une fois, et données géospatiales, PPWR, des données packaging. Et ce dont on se rend compte, finalement, c'est qu'un certain nombre de ces données vont être dans un même système, à savoir votre système ERP. Et la vision d'SAP, c'est de se dire, on nous demande les mêmes données plusieurs fois, à différentes échéances. Ce qu'on souhaite, c'est les standardiser, les avoir toutes au même endroit et réutiliser ces mêmes données durant ces différentes échéances. Voilà vraiment la vision des SAP. On a différentes réglementations, on nous demande plusieurs fois la même donnée, on va la réutiliser durant ces différentes échéances. Merci, oui. Donc finalement, l'idée, c'est d'avoir une plateforme scalable qui suive les évolutions réglementaires et qui s'intègre à l'ERP, qui se trouve être la source privilégiée pour les données Scope 1, 2 et également données Scope 3, ce qui me fait une transition tout indiquée avec ce que tu commençais à aborder, Émilie. Tu parlais de Scope 3 et de nécessité à collecter de la donnée auprès des fournisseurs.
quelle est finalement la maturité aujourd'hui des entreprises sur le marché, celles que vous accompagnez notamment, pour ce qui est de cette question de la collecte de données sur la chaîne de valeur, notamment à amont? Alors pour de nombreuses entreprises, comme tu l'as évoqué, Céline, la chaîne d'approvisionnement représente le plus grand défi, mais c'est aussi la plus grande opportunité pour décarboner. Donc c'est assez complexe pour certains secteurs, pour certaines entreprises, voilà, de s'engager dans cette collecte-là. En moyenne, le scope 3, ça représente 70-90% des émissions selon les secteurs. Donc le niveau de maturité des entreprises en matière de collecte sur ce scope 3 est encore très hétérogène, même si évidemment on a noté des avancées récentes très, très encourageantes. Je dirais qu'il y a 3 enjeux, en tout cas voilà, on identifie 3 enjeux sur le sujet du scope 3. Le premier enjeu, c'est d'augmenter le nombre d'entreprises qui sont dans cet exercice, de collecter et de fournir un reporting sur le scope 3. Il y a une enquête très récente là, qui est sortie de nos partenaires et de nos concurrents, mais qui corrobore ce que nous, on observe aussi de notre fenêtre, c'est qu'à peu près un tiers des entreprises aujourd'hui reportent sur le scope 3. Donc ça veut dire qu'on a encore quand même une marge de progrès, de manœuvre assez important pour que les entreprises puissent prendre la mesure en fait, des émissions qui sont au sein de leur chaîne de valeur, que ce soit en amont ou en aval. Évidemment, c'est complexe, hein, c'est 15 catégories d'émissions indirectes à collecter, à renseigner. Mais il y a des facteurs assez encourageants aujourd'hui. Il y a la réglementation, on a des solutions digitalisées qui facilitent aussi l'exercice. On a des investisseurs aussi qui sont très encourageants pour valoriser l'engagement sur le scope 3. Et puis aussi, on a des initiatives sectorielles aussi qui sont assez intéressantes sur certains secteurs pour pouvoir faciliter cette collecte de scope 3. Donc premier enjeu, c'est augmenter le nombre d'entreprises. Deuxième enjeu, c'est gagner en précision pour les entreprises qui sont engagées sur ce scope 3. On voit qu'aujourd'hui, on a encore une marge de progrès entre les débutants, j'ai envie de dire, et ceux qui sont plus matures sur l'exercice. Et gagner en précision, ça veut dire très concrètement de pouvoir exprimer davantage son empreinte carbone en passant de facteurs d'émissions monétaires à des facteurs d'émissions physiques, et puis évidemment progresser jusqu'à des analyses de cycle de vie de ces produits. Pour pouvoir avoir une meilleure vision ensuite et cibler les actions en fait, de décarbonation. Et puis le troisième enjeu, c'est pouvoir obtenir des données spécifiques aussi de ces fournisseurs, notamment sur leur propre engagement en action en matière de décarbonation, pour pouvoir avoir une meilleure idée de réellement l'impact de leurs actions et de pouvoir suivre cette décarbonation. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi améliorer ces facteurs d'émission qu'on utilise de manière générique sur les fournisseurs, en les transformant avec des données données par les fournisseurs sur leurs facteurs d'émissions. Donc on identifie 3 catégories. Voilà, il y a les débutants qui sont plutôt sur des estimations monétaires dans leurs émissions scope 3. On a des entreprises plutôt intermédiaires qui font un peu des deux. Ils ont un peu des ratios physiques, mais globalement, ils restent sur des ratios, sur des facteurs d'émissions monétaires pour, par exemple, leurs achats indirects. Et puis, on a les entreprises les plus matures qui, elles, sont en capacité de fournir des données physiques, de fournir des facteurs d'émissions spécifiques. Et là, on a tous les éléments pour pouvoir faire un pilotage hyper performant de ces émissions de scope 3, notamment vis-à-vis des fournisseurs. Donc un niveau de maturité très hétérogène, comme je le disais en introduction, selon les secteurs, la taille et puis aussi le positionnement dans la chaîne de valeur. Mais la montée en compétences, la collaboration et l'outillage digital, évidemment, sont clés pour pouvoir s'améliorer. Je me tourne à nouveau vers Fabien et Schneider Electric en tant que l'industriel qui a été plusieurs fois reconnu pour sa maturité sur les pratiques achats responsables. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les actions concrètes que vous mettez en place côté Schneider Electric pour accompagner vos fournisseurs dans leur démarche de décarbonation? Oui. Alors un peu d'historique. 2021, Schneider Electric prend l'engagement de diviser par 2 les émissions de nos 1000 plus grands fournisseurs à horizon 2025. À l'époque, quand on a pris l'engagement, hormis à mon avis notre CEO, je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de personnes dans l'entreprise qui savaient exactement comment on allait faire. Et donc on est passé en fait par toutes ces étapes que, à l'instant, Émilie était en train de décrire. Monter en compétences, collaboration, avoir une bonne compréhension de la donnée, granularité de la donnée, etc. etc. Et donc c'est passé bien évidemment par un temps quand même vraiment pas anodin d'onboarding de l'ensemble de nos fournisseurs. On prend ça avec beaucoup d'humilité, encore une fois, parce que le programme est en train de se finir, mais
À date, en tout cas, quand on a publié notre dernier reporting extra-financier, on est dans les clous et on pense qu'on devra atteindre la barre fatidique des 50%. Moi, ce sur quoi je veux vraiment insister, au-delà de, encore une fois, de tout ce que Émilie vient de décrire sur la partie vraiment onboarding, maturité, etc., et le digital est bien évidemment la clé, c'est l'action. OK. Une fois que j'ai une super compréhension, j'ai un très bon bilan carbone, une fois que je sais exactement sur quel fournisseur me concentrer parce que j'ai la bonne donnée, concrètement, qu'est-ce que je mets en œuvre? Comment j'aide mes fournisseurs à se décarboner? Et c'est là où, encore une fois, on a beaucoup appris à travers notre propre programme. Je vais vous donner un exemple qui est de se dire, OK, ben moi, en tant que sponsor, Schneider Electric, comment est-ce que je peux aider et peut-être faire bénéficier mes fournisseurs à acheter de l'énergie renouvelable sur le marché? Ça serait peut-être bien qu'ils s'associent ensemble pour aller, grâce à l'effet de volume, sourcer des PPA, par exemple, et de facto bénéficier de cet effet de volume. Et ce qu'on a fait à travers ce programme-là, on s'est dit, bah, ça serait peut-être intéressant en fait, de le faire pour d'autres acteurs, pour d'autres donneurs d'ordre. Et donc on a pas mal de programmes en ce sens, où on orchestre, si vous voulez, l'ensemble de cette chaîne des valeurs pour les donneurs d'ordre, et où vraiment on permet aux fournisseurs de s'associer, de s'allier, et d'acheter ensemble, sur les marchés de l'énergie, des PPA à des conditions favorables. On a pas mal de programmes avec des grands donneurs d'ordre dans la pharma, mais également de plus en plus dans le retail. Et ça, je pense que c'est la prochaine étape. Au-delà de la partie purement déclarative donnée, comment est-ce qu'on passe à l'échelle? Comment, in fine, on agit? Je pense que ça fait une bonne transition. Tu parles d'industriels qui s'associent sur la thématique du scope 3 de la décarbonation. Céline, je trouve qu'SAP accompagne l'initiative Catenaix. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet exemple-là avant qu'on passe à une illustration plus concrète en démonstration des outils SAP? Tout à fait, c'est plus qu'une simple technologie, hein. On assiste vraiment à un changement d'échelle industrielle. J'enfonce une porte ouverte, mais vous l'avez dit, les émissions Scope 3, c'est hors de notre contrôle. Donc il y a un vrai besoin urgent, non seulement de standardisation, mais de confiance de la donnée. On assiste à cette émergence des différentes initiatives. Donc, par exemple, l'initiative à l'échelle mondiale qui est le Pact, Partnership for Carbon Transparency, dont SAP est un membre fondateur, qui va demander une certaine standardisation de la donnée. On a aussi, comme autre exemple, des consortiums plus sectoriels, donc ici Catenaix, auquel tu faisais référence pour l'automobile, et dont SAP, encore une fois ici, est un des 2 fournisseurs en termes de solutions pour pouvoir opérer cet échange de données entre fournisseurs et vendors. Une donnée qui se veut donc interopérable, qui se veut standardisée et qui se veut tout simplement devenir un nouveau standard dans les marchés et à l'échelle industrielle. Et je te laisse maintenant t'installer pour la rapide démonstration des outils SAP. Effectivement, comme le disait Céline, l'enjeu là, c'est pas d'avoir une plateforme fournisseur où le fournisseur se connecte et partage avec un de ses clients l'empreinte carbone, mais bien d'avoir une plateforme interopérable qui va du premier fournisseur le plus en amont jusqu'à la fin de la chaîne de valeur sur cet exemple de Catenaix qui parcourt l'ensemble de la supply chain automobile. Et donc c'est un des exemples de secteurs d'activité qui ont déjà pris les devants de cette question du scope 3 indépendamment du réglementaire. On va passer maintenant à une illustration des solutions SAP en application sur les différents sujets abordés aujourd'hui. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment le constructeur automobile, pour rester dans ce secteur d'activité européen qui va s'appeler Pure Motion Vehicles, utilise les solutions SAP Sustainability, donc pour répondre non seulement aux obligations réglementaires et en même temps comprendre l'impact financier de la décarbonation. Donc ici, on va commencer avec Léna. Léna, c'est notre experte en durabilité. Elle va ouvrir son système pour suivre les progrès de l'entreprise et s'assurer de la conformité avec les réglementations, notamment la CSRD, la directive européenne, qui impose de gérer plus de 1000 points de données. Donc directement dans l'outil, elle configure un nouveau périmètre de reporting, elle définit les frontières organisationnelles, elle sélectionne les indicateurs déjà disponibles pour collecter automatiquement les données, mais parfois, certaines données ne font pas partie de SAP, donc elle va déclencher automatiquement des workflows pour solliciter cette donnée auprès de parties prenantes internes ou externes. Deuxième étape, elle va passer au calcul des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Donc elle va utiliser directement les données transactionnelles de l'ERP, des mouvements de matériaux, des flux d'énergie, donc ce sont vraiment des données primaires
qui permettent d'établir des calculs précis à la fois à l'échelle de l'entreprise, mais aussi au niveau produit. Si on s'intéresse maintenant aux facteurs d'émission. Pour l'aluminium, l'ENA va récupérer des facteurs d'émission spécifiques à ses fournisseurs via la plateforme SAP Sustainability Data Exchange. Elle a vraiment accès à toutes les informations nécessaires dans un format qui se veut auditable et également conforme aux standards de l'industrie. Par contre, pour l'acier, les fournisseurs ne sont pas encore capables de donner des données précises. Donc elle va utiliser une cartographie assistée par intelligence artificielle pour associer les bons facteurs d'émission. Et chaque action, elle est tracée avec un score de similarité, des commentaires, ce qui garantit évidemment une transparence totale. Ensuite, elle peut visualiser le bilan carbone de l'entreprise sous forme de flux, depuis chaque catégorie de gaz à effet de serre jusqu'à leur répartition par ligne de produit. Ça permet de repérer très vite, comme vous le voyez, les zones à fort impact carbone, et les résultats sont harmonisés avec le RP. Donc l'ENA peut vraiment voir immédiatement à quel centre de coût sont rattachées les émissions, et elle peut publier ces résultats dans son ERP ou dans d'autres applications. Tout est également renvoyé vers son système de consolidation extra-financière pour assurer la conformité, notamment avec la CSRD dont on parlait en introduction. Maintenant, on veut relier le carbone à la finance avec SAP Green Ledger pour utiliser le carbone comme nouvelle devise de pilotage de l'entreprise, comme l'euro l'est aujourd'hui. Donc, c'est au tour de Nathalie, notre CFO. Et grâce à SAP Green Ledger, elle peut croiser directement ses données financières et ses données carbone. Elle achète de l'acier, d'autres métaux en dehors de l'UE, donc l'entreprise est concernée par le MACF ou le CBAM. Donc elle va commencer par importer les données carbone liées aux matériaux en s'assurant de leur origine. Ces données, elles sont publiées dans la finance, elles sont rattachées au centre de profit, mais aussi aux comptes et aux segments de marché. Elle a comme ça une vraie traçabilité complète, catégorie de CO2, qualité des données, information CBAM, qu'elle va pouvoir récupérer via son outil de traçabilité qui fait partie de la suite SAP Sustainability. Maintenant, lorsqu'on parle de CBAM, on parle aussi de certificats. Et donc, elle voit clairement les passifs générés par l'importation de biens soumis au CBAM et les actifs qui sont issus de l'achat de certificats. Ce n'est pas tout, évidemment, elle peut aussi simuler l'impact d'une variation du prix de CBAM sur le coût des marchandises vendues. Et avec l'intelligence artificielle directement embarquée dans l'ensemble de nos applicatifs, elle peut demander jusqu'à quel niveau le prix du CBAM peut-il monter pour que nous gardions encore une marge de 2%. Donc vous voyez ici qu'avec SAP Sustainability, la combinaison des différents modules, cette entreprise, elle arrive non seulement à répondre à des besoins réglementaires, mais aussi à piloter ses efforts de décarbonation, tout en soutenant une croissance qui se veut durable. Merci Céline. Donc cette session qui prévoyait 3 temps va finalement être une session en 2 temps, puisqu'on a été un peu plus bavard que nous le pensions. Il se trouve qu'on a des stands à cet étage-là. Les stands Schneider Electric et SAP ne sont pas très loin l'un de l'autre. Si on fait cette session ensemble aujourd'hui conjointement, c'est puisqu'on a l'ambition d'accompagner nos clients respectifs aussi conjointement sur le déploiement de ces offres SAP Sustainability, notamment en lien avec la décarbonation. Donc, je vous invite à passer sur nos stands respectifs si vous avez des questions complémentaires. Il nous reste 1 minute si chacun d'entre vous veut peut-être partager un mot de la fin s'il y en a un. Autrement, non. En fait, il est 14, je crois qu'on n'a pas le temps des questions. C'est ce que je disais. Je pense qu'on a été un peu trop bavard. En revanche, à part si... Donc venez nous voir sur notre stand. Voilà, venez nous voir sur notre stand pour la 3e section de cette session pour laquelle on n'a pas le temps de couvrir les questions en séance. Voilà, merci beaucoup.